Le groupe Vive et l'événement Dialogue social en action ont une ambition commune, celle de mettre en lumière les actions au quotidien sur le territoire et notamment par le dialogue social. Chaque jour, des femmes et des hommes se battent pour ouvrir les portes de la santé. Pourtant, il existe encore des inégalités dans l'accès aux soins. Le groupe mutualiste Vive agit à leur côté pour le droit à la santé. Qui redit boum à l'oreille. Boum, l'astre du jour fait boum. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous. Bonjour Pierre Gauthier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes directeur des réseaux régionaux du groupe Vive. Voilà. Peut-être en un mot préciser, parce que là c'était le spot publicitaire, mais en un mot, en quoi consiste le groupe Vive ? Vous l'avez vu effectivement dans le petit spot, mais c'est un spot publicitaire. Voilà. Vous dites le groupe Vive, c'est une grosse machine, c'est 45 000 salariés, c'est 11 millions de personnes protégées en France, c'est plus de 70 000 entreprises qui sont accompagnées par le groupe. C'est constitué de l'assurance, et 3 grandes mutuelles d'assurance, Harmonie Mutuelle, la MGEN, la MNT, qui sont connues. Mais c'est aussi une offre de soins qui va de la naissance au décès. Vous pouvez très bien naître dans une clinique mutualiste, aller dans une crèche qui fait partie de Vive 3, du groupe Vive, et puis si je passe toute la chaîne, ensuite arriver à l'organisation de vos obsèques dans une des sociétés du groupe Vive. Donc avec quelque chose de très fondamental dedans, c'est que cet accompagnement, il part du principe que la santé est un droit pour tous, et le droit à la santé pour tous passe par travailler aussi sur les déterminants de santé. Et les déterminants de santé, on les a effectivement, et ça a été dit ce matin par Lionel Fournier et d'autres, ils sont dus à la modification de notre climat, dont nous sommes les principaux responsables, ça a été longuement expliqué, mais on les retrouve dans tout un tas d'activités, y compris le logement. Et il faut savoir que dans le groupe Vive, on travaille aussi sur le logement, mais sur des logements qui permettent aux locataires, un logement social en tant que bailleur social, et qui permettent aux locataires, par exemple, de bénéficier de conditions de logement qui leur permettent aussi d'agir sur ce déterminant qui est la manière dont on est logé. Donc voilà, grosso modo, ce gros truc-là qu'est le groupe Vive, c'est tout ceci et qui essaye d'accompagner à sa mesure la population tout au long de sa vie. Et alors du coup, pourquoi vous avez accepté ce partenariat avec cette journée Dialogue social en action ? Parce que là aussi, le groupe Vive, sa deuxième caractéristique, c'est que c'est un ancrage territorial extrêmement fort. Et une de nos activités est d'accompagner les partenaires sociaux, alors que ce soit les organisations syndicales ou patronales, bien sûr au niveau des confédérations et des fédérations. Donc ça, c'est le côté parisien, j'ai envie de dire, des choses, le côté un peu centralisateur. Mais on les accompagne aussi sur le terrain, dans les territoires. Et ce qui nous permet, par exemple, et ça me donne l'occasion de remercier Nathalie Milanetti, qui est le chargé de relations partenaires qui travaille ici, et qui défend ce projet du dialogue social en action, parce que quand on a des opportunités de pouvoir accompagner cette belle expérience qui est de réfléchir ensemble à l'amélioration du dialogue social avec l'ensemble des partenaires sociaux, effectivement, en règle générale, on trouve le groupe Vive qui soutient cette action-là à sa mesure. Oui. Merci beaucoup. Je vous laisse le soin de nous annoncer le nom du lauréat du Trophée Égalité Professionnelle. Alors, le lauréat du prix de l'égalité femmes-hommes, c'est le groupe LDLC, et j'invite Olivier de la Clergerie et Patrick Luçon à nous rejoindre. Bravo à tous les deux. Olivier de la Clergerie, directeur de LDLC, et Patrick Luçon, responsable data et délégué syndical. Bonjour. 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 Venez vous asseoir. Donc, Patrick Luçon, vous êtes délégué syndical CFDT. Voilà, asseyez-vous. Et félicitations. Voilà.
Alors, ça bouge quand même beaucoup chez les DLC. On n'arrête pas d'en parler. Bon. Sur quoi justement portait ce projet-là qui a été couronné par le jury? Alors, le projet qui a été mis en avant, même si l'égalité femmes-hommes ne porte pas que sur ce projet-là, et on pourrait presque dire que ce projet-là, c'est presque homme-femme, c'est les congés postnataux. Postnataux, je ne saurais pas dire comment on doit dire. Donc il s'agit en fait de prendre en compte la paternité ou la maternité, véritablement, dans une vision un peu plus large autour de l'enfant, et de permettre de passer plus de temps avec l'enfant, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est important dans la vie, c'est un moment important. Et donc la volonté a été tout d'abord d'allonger le congé maternité, donc de le porter de 10 semaines, qui est la période légale, à 20 semaines, donc de doubler cette durée, et de porter la durée de possibilité de prise de congé pour le père, de côté paternité, au même niveau, c'est-à-dire 20 semaines. Et donc là, on est à la fois dans une notion de bien-être, d'accompagnement, mais également dans une notion d'égalité, je dirais d'équité, puisque je pense qu'aujourd'hui, que l'on soit mère ou père, on peut légitimement avoir envie de passer du temps privilégié auprès d'un nouveau-né, son enfant. Patrick Luçon, c'était une demande des salariés? Pas du tout. C'est encore une idée qui est sortie du clan La Clergerie. Tout à fait. Tous les ans, on a le bonheur d'avoir Laurent qui nous fait grâce d'une bonne idée. On a eu la semaine de 4 jours, c'était un peu sur le même style. Et là, on a le congé paternité de 20 semaines. Bon, mais j'imagine que ça n'a pas fait l'objet de discussions. Généralement, on refuse pas ce genre d'idée. Non, pas de discussion hostile, au contraire. Je trouve que c'est une grande avancée. Mais je pense que Laurent fait aussi cette chose, et je voudrais mettre en relation par rapport aux intervenants d'avant. Parce que le dialogue social aussi, dans l'entreprise, se passe bien. Enfin, de ma vision. Après, et je pense que c'est aussi l'aboutissement de ça qui fait que il se sent libre aussi de proposer des choses et d'aller de l'avant sur cette partie-là. Alors pourquoi ça se passe bien justement? Expliquez-nous. Alors je vais confirmer que de mon côté aussi, je pense que le dialogue social se passe bien. Et qu'est-ce que, à mon sens, un dialogue social qui se passe bien? Qu'est-ce que ça veut dire, le dialogue social se passe bien? Ça veut dire qu'on peut se dire les choses, qu'on est constructif. Ça ne veut pas dire que forcément tout vient de la direction à un moment donné, etc. C'est pas ça le sujet. Mais le sujet, c'est que tout le monde peut mettre des sujets sur la table, que ce soit la direction ou que ce soit les partenaires sociaux, et avoir une écoute autour de ces éléments-là. Et c'est vraiment le côté constructif qui, pour nous, fait la qualité du dialogue social d'un point de vue de la direction. Je laisserai Patrick s'exprimer à ce sujet-là d'un point de vue partenaire social, mais parce que ce côté constructif permet de sortir des dogmes, permet d'être transparent sur les choses, permet d'être innovant, puisqu'il crée en fait un climat de confiance et donc d'échange. Voilà. Vous êtes d'accord? Tout à fait d'accord. Je dirais c'est un des fondamentaux et on va essayer de le garder pour les prochaines années. Mais c'est ce dialogue entre la direction, les syndicats et j'entendais les intervenants précédents sur la représentation de tout le monde et sur la voix de tous les employés. Et je pense que là-dessus aussi, ça fait partie. Et sur le dialogue social, quand on a réfléchi lors des ordonnances, justement, qui nous a permis de refaire des accords, on a dissocié nos CSE qui étaient centralisés pour qu'ils soient plus proches des
des différents sites, des salariés, on a mis des représentants de proximité. Et ça, c'est tout ce dialogue social et c'est toute cette partie-là. Et j'entendais, on doit faire partie des bons élèves parce que nous, on est redescendu au lieu de recentraliser. Donc, oui, parce que vous avez votre site à Limonest, vous avez votre site on a donc 3 sites principaux. Le site de Limonest qui est le siège, un site logistique du côté de Saint-Quentin-Falavier et un site logistique à côté de Nantes. Donc ça, c'était les 3, on va dire, sites principaux, hormis les boutiques, etc., mais qui sont des établissements de petite taille, enfin, en termes de nombre de personnes, entre 3 et 4 personnes sur les magasins. Mais donc ces 3 sites-là ont eu effectivement des CSE d'établissements qui ont été créés au moment de la mise en place d'un nouvel accord, pour ne pas perdre, même pour se réadapter en fait par rapport à la nouvelle, à l'évolution du groupe, des achats, des différentes séparations territoires, et aux difficultés qui avaient été rencontrées précédemment, qui étaient évoquées dans le cadre du CE, puisqu'il y avait justement un CE qui était centralisé à l'époque, et des personnes qui disaient mais on n'a pas les mêmes problématiques, on n'a pas les mêmes sujets, etc. Et il y avait eu une volonté, en fait un souhait émis à ce moment-là, d'éclater les CSE, enfin les CE pour faire des CSE d'établissement et garder une centralisation par le biais d'un CSE central. Et c'est vrai que ça a été fait dans le cadre des accords de l'époque. Ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de difficulté, mais parce que c'est venu naturellement sur la table avec, je reviens sur la notion de constructif, un objectif clair, compréhensible par tout le monde, clairement exprimé, non conflictuel, puisque l'objectif dans ces éléments-là, pour nous, c'était bien l'objectif de garder le lien social et d'avoir la meilleure manière de l'exprimer. Je reviens sur le congé paternité, donc qui a été prolongé. Est-ce que finalement, grâce à cette mesure, vous arrivez à combler les inégalités qui pouvaient avoir lieu entre les employés féminins et les employés masculins? Est-ce que c'était ce qui manquait ou est-ce qu'il y a encore plein de choses à faire? Je vais répondre, mais ce n'est qu'une brique à un édifice. C'est-à-dire que aujourd'hui, les inégalités, ça n'est pas si simple que ça. On ne peut pas les pointer du doigt forcément très facilement. Alors on pense bien sûr à l'inégalité salariale, à des points, mais quand on regarde, on a aujourd'hui des éléments d'index égalité homme-femme. Il y a des manières de surveiller les choses, plus ou moins bien construites, mais en tout cas ça existe. Et ça, je dirais que la trame, elle est là. Après, le sujet, il est plus fin. Ça n'est pas le congé postnatal qui va changer la donne de l'égalité femmes-hommes, mais par contre, ça montre que en prenant des décisions comme celle-là, on peut à la fois travailler pour le bien-être et à la fois travailler pour éviter d'avoir des sujets plus globaux sur la carrière, des éléments en permettant de dire, bon voilà, aujourd'hui, de toute façon, on a le même traitement en termes de durée. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que quelqu'un, parce qu'il est un homme ou parce qu'il est une femme, a un avantage ou un désavantage dans le biais de sa présence et de sa carrière. Le raisonnement qui est derrière ça en tant qu'employeur, je rappelle qu'on a, je crois que le taux de natalité, on a 1,2 pour 1000, enfin, sur un couple, je ne sais plus exactement le chiffre. 7 7 pour... Non, 1,7. 1,7 pour 1000, pardon, oui. voilà. 1,7 pour 1000, mais ça veut dire que nous, on est 1000 personnes dans l'entreprise. Donc, techniquement, si on représente la statistique française, on a 2 naissances par an. Donc, en vrai, on a une population plus jeune. Donc, ce n'est pas tout à fait ça la réalité. On ne peut pas limiter. Mais ça montre qu'en fait, il s'agit de sujets qui sont à la fois des sujets importants pour les personnes qui vont être concernées, mais des sujets d'avancement pour montrer que des choses sont possibles à réaliser. Et pourquoi nous avons aussi choisi ce sujet-là? C'est parce que ce qui est compliqué dans l'absence d'un congé maternité ou paternité, c'est la durée. Mais une fois que vous avez trouvé le mode de fonctionnement de l'entreprise pendant la période d'absence de la personne, que la personne soit absente 10 semaines, 15 semaines ou 20 semaines, ça ne change pas véritablement grand-chose. Ça veut dire que l'entreprise a juste anticipé correctement les choses. Donc c'est un moyen d'avancer. Ça n'est pas une brique qui change complètement la donne, mais c'est un moyen, c'est un message très fort par contre, très symbolique. Un autre élément qu'on avait eu dans l'avancée, je donnerai la parole à Patrick, c'était sur les 4 jours.
Les 4 jours avaient fait une évolution qui n'avait pas été anticipée comme cela au début, mais qui avait permis de ramener, allez, on va dire, 99,9% des personnes qui étaient à 80%, qui étaient des femmes, d'un salaire de 4/5e à un salaire plein. Avec en plus un environnement de travail qui ressemblait à l'environnement de tout le monde, donc une véritable capacité de profiter de leur 5e jour. Qui, souvent, quand on est aux 80%, il ne faut pas se leurrer, comme l'entreprise fonctionne à un rythme différent, les gens ne s'adaptent pas à l'absence de la personne. Donc elle est sollicitée, elle a des mails qui tombent, etc. Donc il faut qu'elle rattrape. Ça n'est pas quelque chose de forcément simple. Donc ça veut dire que c'est plein de petites choses constantes. L'attention portée à la carrière, l'attention portée à l'environnement de travail, au bien-être, à l'égalité et l'équité au sens large. Et c'est tout ça qui amène pour nous cette notion d'égalité femmes-hommes dans l'entreprise. Et là maintenant je m'arrête. Oui, juste avant quand même une précision, parce que vous dites ça ne change pas grand-chose quand une personne est absente 10, 15, 20 semaines. Mais quand même, le travail doit bien se faire. Concrètement, comment ça se passe justement ? Quand une personne est absente 10 semaines, le travail doit se faire. Ça, oui, justement. Mais ça veut dire que vous avez de l'intérim, enfin de l'intérim, du CDD, de remplacement, d'accord, etc. Voilà, ouais. Vous menez des actions pour permettre, pour que l'entreprise puisse fonctionner correctement. Mais une fois que vous avez trouvé une personne qui est capable de mener ce poste-là pour 10 semaines, elle peut le mener pour 15 ou 20 semaines. La difficulté, c'est l'anticipation. Et de trouver la bonne personne. Trouver la bonne personne. Et réellement, je ne peux pas dire qu'une naissance ne peut pas être anticipée. Voilà. En principe, effectivement, on le sait un peu à l'avance. Patrick, comment vous réagissez à cette évolution ? Les femmes se sentent heureuses de travailler, du coup, il y a moins ce problème qu'on rencontre dans d'autres entreprises où effectivement il y a l'écart de salaire, il n'y a pas effectivement la même durée de temps de congé maternité par rapport aux hommes. Comment ça se passe ? Chez nous, elles sont, je dirais, pleinement intégrées comme les hommes ou les femmes. Il n'y a pas de différenciation. C'est vraiment, et c'est ce qui est ressenti. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, c'est pareil. Tout le travail, et du coup, ce qui a amené ce congé de paternité et maternité équivalent, c'est ce traitement identique. C'est vraiment, on ressent tout ça. Moi, j'ai vu que des papas heureux et des mamans heureuses sur ces derniers mois. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et qui partent, et qui prévoient de partir et qui sont heureux de pouvoir en profiter. J'en ai un dans mon service. Il prépare justement ce dont on parlait, son absence qui va être prolongée, du coup. Et on s'organise. On va trouver des solutions et qu'ils soient absents effectivement 5 semaines, 2 semaines ou 20, ça va être pareil. C'est pas au détriment de ceux qui restent. C'est pas du tout au détriment de ceux qui restent. Au contraire, on va organiser, trouver et remplacer s'il faut remplacer. D'accord. Donc vous allez favoriser les naissances au sein de l'entreprise. Alors je dois dire que l'accord a dû prévoir une date de démarrage de ce mécanisme qui était au 1er juin 2023 et quelques parents qui avaient des naissances proches de la date. 29. On a eu le 29 mai. Oui, et voilà. Donc il y en a qui priaient pour aller au-delà du 1er juin. Mais bon, à un moment donné, il faut bien mettre une date de démarrage. Donc voilà. Non, mais vraiment, ça a été très bien accueilli. Et comme je le disais, même si ce n'est pas quelque chose ça n'est pas aussi quotidien que des salaires, ça ne touche pas autant de monde à un instant T, etc., c'est un moyen quand même de rappeler que c'est un moment important de la vie et que l'entreprise, elle est là tous les jours dans la vie de ses collaborateurs, mais elle est aussi là pour tenir compte des moments qui sont des moments de vie privée, mais qui font partie de la vie, de la carrière des personnes. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté, et surtout, je le rappelle, quand c'est quelque chose qui peut être anticipé. Oui.
Et en même temps, c'est vrai que c'est effectivement une mesure assez évidemment très, très innovante. Parce que ce matin, on a parlé partage de la valeur, on a parlé de la transition écologique. Et là, vous nous parlez du vivant, de quelque chose qui touche un peu l'intimité quand même des salariés. Je me demande, c'est vraiment compris par tout le monde? C'est bien compris par tout le monde que bien vivre en dehors de son travail, c'est aussi bien vivre au travail. Et tous ces efforts qui sont faits pour que sa vie privée, en fait, en soit améliorée, ça améliore aussi la vie professionnelle. Et je pense qu'on l'a bien prouvé ces dernières années, notamment sur la semaine de 4 jours, où finalement les recrutements ont été en dessous de ce qui était prévu, parce que on était mieux au travail, parce qu'on était mieux chez nous, en fait. Et c'est paradoxal, mais c'est une réalité. Alors, quelle va être la prochaine mesure innovante au sein de LDLC? Alors déjà, on est entre nous, donc allez-y. Hein. Je ne veux pas enlever la primeur à Laurent, qui, de son esprit inventif et novateur. Non, mais qu'est-ce qui reste encore à faire? Alors, sans vouloir effectivement... Je pense qu'il reste toujours plein de choses, mais après, il faut bien se dire qu'il n'y a pas tous les ans... On n'est pas dans l'obsolescence programmée ou quelque chose, il faut sortir quelque chose de nouveau. Parce que d'abord, l'entreprise n'en a pas forcément besoin, les collaborateurs n'en ont pas forcément besoin, c'est pas le but. Il faut surtout être à l'écoute de ce qui est demandé, déjà répondre à ce qui est demandé, absorber les innovations précédentes. Les 4 jours, on en parle, mais ça fait déjà 3 ans. Qu'elles sont mises en janvier, ça fera 3 ans qu'elles sont mises en place, et ça fait 3 ans et demi qu'on en discutait au niveau avec les délégués syndicaux pour négocier l'accord. Donc et là, on parle maintenant du congé postnatal. Donc il s'est passé un délai entre ces éléments-là, parce que l'entreprise et les collaborateurs s'approprient ces aspects-là. On voit ce que ça amène comme évolution. Et on essaie de réfléchir à ce que l'innovation sociale pourrait permettre d'autres. Le but, ce n'est pas de la surenchère, parce que la surenchère en elle-même n'a strictement aucun intérêt. L'idée, c'est de trouver des actions qui ne viennent pas effacer les actions quotidiennes. Parce que je vais prendre un exemple tout simple. On nous a très souvent posé la question, est-ce que les 4 jours... et le fait que vous passiez de 35 heures à 32 heures, ça a gelé les salaires? La réponse est non. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu changer le quotidien de l'entreprise, on est venu ajouter quelque chose dont on avait la conviction, et conviction partagée, que ça viendrait améliorer le bien-être, et que au global, comme un sportif qui se prépare, si on est bien dans sa tête, bien dans son corps, normalement, ça fonctionne bien lorsqu'on doit réaliser le travail demandé. Donc l'idée, c'est ça, on l'a fait sur cet aspect-là, parce qu'on a une population qui est assez jeune dans l'entreprise et qu'on a des naissances de manière régulière, et qu'on s'est dit c'est quelque chose qui va avoir un réel impact sur nos collaborateurs. Pour une entreprise beaucoup plus vieillissante, peut-être que ce ne serait pas du tout le sujet. Voilà, mais ça fait partie des différents éléments. Donc je n'ai pas de réponse sur quelle sera la prochaine étape, parce qu'en fait, ça se construit en marchant, en échangeant au quotidien, pas simplement dans le cadre du CSE, mais tout ce qui se passe à la machine à café, aller en écoutant les gens, etc. Et c'est ça qui amène, donc je reviens sur la proximité, qui est quand même un élément extrêmement important, et c'est ça qui amène globalement des idées d'innovation impactantes. Et ces innovations sociales dont vous faites une certaine publicité, ce qui est tout à fait normal, est-ce qu'elle a également un impact sur le plan commercial? Même si ce n'est pas le but premier, mais... Ce serait mentir que de dire que je ne pense pas qu'elle ait d'impact sur le plan commercial. Mais le mesurer, c'est une utopie. Et pourquoi? Je vais vous dire, parce qu'aujourd'hui, si vous dites LDLC, tout le monde va vous dire c'est la semaine de 4 jours. Et si vous dites, mais qu'est-ce que fait LDLC? Là, vous aurez beaucoup plus de blanc. Donc, si on parle d'opération marketing commerciale, je vous dirais, c'est pas forcément la bonne manière d'opérer, parce que les gens ne connaissent pas forcément l'entreprise. Ils connaissent l'action menée socialement, mais pas forcément l'action
commercial de l'entreprise. Donc non, je ne pense pas que c'est un impact suffisamment significatif pour aujourd'hui dire oui, c'est une opération marketing. Non, pas du tout. C'est avant tout une opération sociale. Avec le temps qui passe, bien évidemment, de plus en plus de gens font le rapprochement. On a des gens qui nous écrivent, des clients qui nous écrivent, qui disent « Je suis aujourd'hui client chez vous parce que vous êtes engagé et j'approuve cette démarche-là. Oui. » Donc il y a une forme d'activisme autour de cet aspect-là, mais j'en reçois pas 4 ballots de courrier par jour. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette aventure LDLC qu'on souhaite la plus fructueuse encore et la plus longue possible? Des questions? Oui, je vois là-bas une question. Oui, le micro là-bas, pardon. Hop. Merci. Oui, merci. Juste une toute petite question, c'était pour savoir comment vous procédiez justement par rapport à la démocratie et par rapport au fait de prendre la température dans les petites agences. Vous nous avez expliqué les 3 gros établissements avec les CSE, le CSE central, et vous disiez que vous aviez bien sûr de nombreuses agences, de nombreuses boutiques avec 3-4 salariés. Donc comment s'opère le contact là entre les salariés, les représentants, et comment les questions sont-elles remontées au CSE, s'il vous plaît? Merci. Les questions sont remontées simplement en face à face avec Laurent. Tous les ans, il organise des journées et des sessions justement de questions-réponses avec les salariés en direct. Et dans tous les établissements, par petite assemblée. Et on peut poser nos questions librement, et il va y répondre librement aussi. Des fois, on apprend des choses. Mais tous les ans, on apprend des choses. Mais c'est un échange vraiment très libre. Donc, pour compléter, en fait, il y a effectivement ça lui prend à peu près une semaine, des rencontres par groupe de 20 de l'ensemble des collaborateurs du groupe. Ça, c'est une fois par an. Et bien sûr, il y a mécaniquement les CSE, parce que les agences sont reliées, enfin, sont dépendantes d'un CSE d'établissement. Et donc, il y a aussi cet aspect-là en termes de remontée vis-à-vis des élus. Le dernier point, c'est que les agences sont aussi, dépendent d'une structure qui a aussi des animateurs, des gens qui vont tout le temps, qui tournent en fait de manière régulière dans les agences et qui ont à la fois le rôle de s'assurer que les choses fonctionnent normalement, mais qui sont aussi notre contact, parce qu'eux, ils sont en lien aussi avec tous les aspects centraux, on va dire, le contact des prises de température, de savoir s'il y a un sujet, pas de sujet, comment ils ont senti les gens, s'il y a des choses visiblement qui se passent pas bien, et qui sont des éléments d'alerte pour aller regarder d'une manière un peu plus précise. Donc, il n'y a pas de bonne solution, parce que la distance ne facilite jamais la tâche, et qu'on ne peut pas non plus mettre des représentants dans toutes les structures de 3 personnes. Enfin, ce serait trop compliqué. Donc, l'idée, c'est simplement de favoriser l'échange, favoriser le contact, et de ne pas sous-estimer, ne serait-ce qu'un échange par an, de prise directe du dirigeant, qui commence ces réunions en disant « je répondrai à toutes vos questions, tant que ce n'est pas personnel, ni absolument confidentiel. » Voilà. Merci. Une autre question? Non? Eh bien, merci beaucoup à tous les 3. Merci à vous. C'était très intéressant. Merci.